Bonjour et bienvenue sur la chaîne AOS Geeks. Mon nom est Vincent. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yann. Salut. Alors aujourd'hui, on fait l'analyse du dernier livre qui est sorti de Age of Sigmar, le livre de Moratti, Broken Realms. Yes. Alors Yann, tu as eu le plaisir de lire ça. Oui. Alors, on pourrait commencer à parler de l'histoire peut-être un petit peu parce que vraiment, ça va changer quelque chose dans l'histoire d'Age of Sigmar. Là. On sent que c'est une trame narrative qui apporte un tournant important. Peut-être en parler un petit peu. Oui, en fait, c'est ça. C'est un livre donc qui va changer quelque chose dans l'histoire et dans le jeu, parce qu'on a aussi des nouveaux War Scrolls, des nouvelles habilités d'allégeance pour certaines armées et tout ça. Et c'est le premier livre d'une série. Donc, c'est pas une information qui est confirmée par Games Workshop, mais c'est ce à quoi on s'attend. Donc, que ce soit le premier livre d'une série. Donc, il y a d'autres livres qui vont sortir par la suite dans la série Broken Realms qui vont amener d'autres changements. Donc, c'est vraiment la nouvelle trame narrative, disons, pour 2020-2021. On a la guerre des âmes, la Soul Wars, qui vient en quelque sorte de se terminer et qui transite vers Broken Realms. Donc, ce premier tome-là de Broken Realms tourne autour de Moratti, d'où son titre. Alors, ça commence avec le fait que Moratti découvre que Archaon exploite un immense gisement de varinite. La varinite, c'est une pierre de royaume liquide, en quelque sorte, molten, donc liquéfiée, qui a un pouvoir de corruption incroyable. Donc, dès que ça touche à quelque chose, ça le corrompt. Donc, si la moindre goutte qui touche à un être vivant le transforme de manière chaotique. Il y a des bouches qui peuvent apparaître de son corps puis le dévorer lui-même, des trucs comme ça. Et Archaon, donc c'est une substance qui est extrêmement rare, extrêmement difficile à trouver, mais Archaon en a découvert dans le 8 Point. Donc, il y a un gisement de ça directement dans son domaine, dans son territoire. Et il l'exploite avec l'intention de corrompre les protections des Realm Gates, donc des portes de royaume qui mènent vers Azir, avec l'intention de pouvoir envahir directement Azir. Moratti apprend ça parce que Moratti a des espions un peu partout, notamment les Shadow Stalkers, donc les unités, je pense, qui sont de Warcry. Donc, a des espions partout, apprend cela et déclare qu'il s'agit du sang de Cain. Donc, on lui rapporte un échantillon qui a été dérobé et puis elle déclare qu'il s'agit du sang de Cain et elle y voit l'opportunité de d'atteindre enfin l'objectif qui l'anime depuis très longtemps, c'est-à-dire de devenir une déesse, au même titre que Sigmar, Nagash ou Alarielle. Alors, elle échafaude tout un plan qui nécessite de la manipulation, évidemment, parce que c'est Moratti. Alors, elle va voir Sigmar, en bon allié de Sigmar, faisant partie de l'ordre, et l'informe du plan d'Archaon, donc évidemment, et le convainc de lancer une attaque contre le gisement dans les 8 Points, lui disant qu'elle sera capable, avec un sortilège, d'ouvrir une porte dimensionnelle et d'évacuer la varinite dans le grand vide qui sépare les 8 royaumes. Donc, Sigmar se laisse convaincre, compte tenu de l'aspect catastrophique que pourrait avoir le fait que ses protections sur les Realm Gates qui mènent à Azir soient brisées. Et pendant ce temps-là, évidemment, sans le dire à Sigmar, Moratti passe aussi un pacte avec Katakros, parce qu'on sait que Katakros a une forteresse qu'il a réussi à établir dans les 8 Points pour qu'il lance une attaque contre Archaon pour créer une diversion. Donc, Moratti donne un tribut immense d'os pour acheter cette attaque-là de Katakros. Et Katakros accepte aussi parce que l'idée que Sigmar et les Slaves to Darkness s'entretuent font bien son affaire aussi. Alors, donc, Sigmar et les Daughters of Cain créent une alliance, entrent dans le 8 Point par la porte qui est accessible par Ghiran, en ayant d'abord réussi à convaincre Alarielle de leur permettre de passer. Et bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ils réussissent. Donc, le gros des forces fait une attaque frontale pour créer une diversion, pendant que Moratti puis une petite escouade de Stormcast et de Daughters passent par des souterrains
pour aller accéder directement au gisement. Or, Moratti, évidemment, son objectif, ce n'était pas de faire disparaître le varinite, mais de s'en emparer pour son rituel qui l'aiderait à devenir une déesse. Donc, elle trahit Sigmar, s'empare du varinite, piège les Stormcast qui étaient avec elle pour qu'ils se fassent détruire, mais détruire sans pouvoir retourner à Azir. Donc, ses agentes les paralysent, les Stormcast, donc ils ne meurent pas, ils ne retournent pas immédiatement à Azir, donc ne peuvent pas aviser Sigmar de la trahison. Donc, elle retourne, elle s'enfuit plutôt à Agnar, sa forteresse, pour entamer le rituel. Or, pour son rituel, elle avait besoin de la lanterne occarienne qui appartient, on le sait, aux Idonettes, qui leur permet, finalement, c'est la lumière de Tyrion, pas de Tyrion, pardon, de Théclis, qui est si pure qu'elle attire les âmes. Donc, c'est avec ça, notamment, que les Idonettes peuvent attirer des âmes puis survivre comme race. Alors, elle a réussi à le dérober aux Idonettes, cette lanterne-là. Elle en a besoin pour son rituel. Donc, pendant que Moratti fait son rituel, Volturnos a rassemblé l'ensemble des forces des différentes enclaves Idonettes pour lancer un gigantesque assaut contre Moratti, contre Agnar. Alors, il y a l'assaut qui est lancé. Au même moment, il y a des forces de Slaanesh qui se lancent à l'attaque de Agnar. Alors, les Idonettes et Slaanesh s'entretuent, attaquent aussi Agnar. Moratti avait aussi payé une flotte de corsaires, donc d'elfes noirs corsaires, pour protéger ses côtes. Donc, eux aussi sont mêlés aux batailles contre les Idonettes et tout ça. Je ne rentrerai pas dans les détails de cette bataille-là, mais il y a plusieurs pages qui y sont consacrées dans le livre. Mais ce qui nous intéresse pour l'avancement de l'histoire, c'est que Moratti, dans son plan, se rend à Slaanesh. Donc, elle avait besoin d'extraire, grâce à la lanterne, dans son rituel, des âmes de Slaanesh, donc les âmes des grands rois elfes qui sont restés non corrompus malgré tout le temps qu'ils ont passé par Slaanesh. Donc, elle les a extraits avec la lanterne parce que ces âmes-là contiennent chacune une parcelle de divinité. Donc, elle voulait s'emparer de ces parcelles de divinité-là pour contribuer à son rituel avec le varinite et tout ça. Sauf que les âmes de ces grands rois-là ne se laissent pas avoir si facilement. Elles combattent Moratti, notamment en se transformant en lumière d'Azir. Donc, certaines se transforment en épée, en aigle, tentent d'attaquer Moratti, mais Moratti prévaut et les absorbe les unes après les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Et cette âme-là est une âme, en fait, la seule âme qu'elle ait jamais aimée. Puis, elle n'est pas nommée, le nom n'est pas nommé, mais les anciens joueurs de fantasy vont reconnaître Aenarion, donc l'ancien amour dans Fantasy de Moratti. Et ça fait que Moratti hésite une fraction de seconde avant de s'emparer de cette âme-là. Et ce moment de faiblesse-là lui coûte extrêmement cher parce que Aenarion se transforme ou réussit à fendre l'âme de Moratti en deux avec une attaque désespérée. Et l'âme de Moratti se retrouve fendu en deux parties distinctes et c'est pour ça qu'on va dorénavant jouer les deux figurines de Moratti ensemble sur le jeu. Donc, néanmoins, le rituel de Moratti a fonctionné. Elle a réussi à fusionner avec les restes de Cain, donc le Iron Heart of Cain, le cœur de Cain qu'elle possédait, le sang de Cain, donc qui était la varinite, et les parcelles de divinité qui étaient dans les âmes des elfes. Donc, elle devient une déesse, elle réussit. Or, dans l'exercice, elle libère involontairement Slaanesh. Donc, Slaanesh emprunte le même couloir qu'elle pour se libérer et sort de Agnar là, en furie. Donc, au moment où Slaanesh se libère de son emprisonnement, fait exploser la tour de Agnar, sort, on a une gigantesque armée de Slaanesh qui est en train de se battre contre les Idonettes et contre les Daughters of Cain. Donc, eux abandonnent le combat immédiatement et se lancent à la poursuite de leur dieu. Ensuite, donc, pendant le rituel, Volturnos avait réussi avec une force d'élite à se détacher du combat et à se rendre jusqu'à la chambre de rituel. Donc, au moment où Moratti émerge du grand chaudron dans lequel elle avait fait le rituel, puis elle avait accédé là, au semi-royaume où
Slaanesh était emprisonné. Donc, Volturnos l'avait brisé, tout ça. Donc, il y avait un combat. Donc, Morathi sort, vainc Volturnos extrêmement facilement. Donc, on voit vraiment qu'elle est rendue une déesse, qu'elle est puissante, mais elle ne le tue pas. Au contraire, elle lui offre, à la grande surprise de Volturnos, elle lui rend la lanterne. La lanterne qui est toutefois brisée, donc sa lumière est diminuée, mais elle est toujours fonctionnelle, donc elle lui rend, et elle lui fait même cadeau d'un grand nombre d'âmes, en fait, qu'elle a capturées du ventre de Slaanesh. Et elle lui tient un discours en disant, bon, Tyrion, Teclis veulent notre perte aux deux, on a plus en commun que tu le penses et on devrait être alliés et tout ça. Et Volturnos, en froid calculateur qu'il est, fait l'équation qu'on arrive à une équation dans laquelle c'est vraiment avantageux d'être allié des Daughters of Khaine. Donc, on a une nouvelle alliance là, qui est beaucoup plus forte entre les Daughters of Khaine et les Zidonites. Alors, c'est comme ça que le rituel se termine. Par la suite, l'histoire se déplace à Envilgard, qui est une cité libre de Sigmar. Et donc, essentiellement, Morathi trahit une fois de plus Sigmar, mais cette fois-ci, c'est une trahison encore plus majeure, au sens où c'est une déclaration de guerre, en fait. Morathi prend le contrôle de la ville via un large contingent d'elfes noirs, de Dark Elves qu'elle avait amené à se ranger derrière elle, donc des Darkling Covens, des corsaires, etc., là, les factions Dark Elves, tout ça. Donc, ils prennent contrôle de la ville, la renomment Ar-Curon, donc elle ne s'appellera plus Envilgard. Et voilà. Donc, là aussi, il y a plusieurs pages qui sont consacrées au combat entre les milices de la ville et les elfes noirs qui en prennent possession, avec les Stormcast Eternal aussi qui sont sur place, qui ont une forteresse, et l'intervention de Morathi aussi et tout ça. Donc, puis le fluff se termine avec Slaanesh qui attaque une flotte, en fait, un Black Ark, donc une immense forteresse flottante d'un des alliés de Morathi, puis qui tue tout ce qu'il y a dans le Ark, sauf un Lord Veritan là, qui était prisonnier là et qu'on a suivi là, depuis les tout débuts du fluff. Donc, Slaanesh le laisse en vie, on ne sait pas pourquoi, mais on voit que c'est intentionnel de la part de Slaanesh de l'avoir laissé en vie. Donc vraiment, on voit que l'histoire avance, ça change beaucoup de choses pour le monde de AOS. On a Morathi qui est devenu une déesse, on a Slaanesh qui s'est libéré. On voit aussi qu'il y a une rupture d'alliance entre Sigmar et Morathi, et probablement aussi les Idonettes. Donc, qu'est-ce que ça laisse présager? C'est difficile de savoir, mais j'ai l'impression que qu'on se dirige peut-être vers un éclatement de la Grande Alliance Ordre. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui pensent que les Broken Realms, la série Broken Realms, va nous amener l'été prochain, donc à l'été 2021, à une V3, une version 3 de Age of Sigmar. Donc, on pourrait peut-être s'attendre à ce moment-là à une refonte des grandes alliances. Parce que visiblement, là, les hostilités sont lancées entre Sigmar et Morathi. On peut se demander aussi quel avenir pour les Free Cities, si les Dark Elves, les Elfes Noirs ou les Darkling Covens, les Corsaires et tout ça se rangent du côté de Morathi, qui est maintenant une déesse. Ça veut dire aussi l'éclatement des Free Cities of Sigmar. Donc, ça va être vraiment à suivre pour ça. Excellent. Alors, ouais, ça va être intéressant de voir où ça va nous mener, ça. Bon, nous, on est des joueurs plus que... bon, tu lis beaucoup de fluff quand même, mais on est principalement des joueurs. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les règles, sur les divisions. Il y a déjà des règles qui ont été amenées dans ce nouveau livre-là. Les Daughters of Khaine ont eu des changements importants, notamment au niveau du War Scroll de Morathi. Fait qu'on pourrait commencer peut-être par parler justement de la faction des Daughters of Khaine, voir quels sont les changements là, que ça va apporter sur la table de jeu. Oui, tout à fait. Ben, en tant que joueur Daughters of Khaine, c'est ce que j'avais le plus hâte de voir, l'impact sur mes Daughters of Khaine. Et vraiment, donc le premier changement majeur, évidemment, c'est le War Scroll de Morathi. On peut en parler tout de suite. C'est en fait, donc d'abord et avant tout,
on va pouvoir jouer, avant, on pouvait jouer seulement une des deux figurines à la fois. Maintenant, comme son âme a été scindée en deux, Moratti Kane, donc la version elfe de Moratti, s'appelle maintenant Moratti Kane, et sa version monstrueuse qui la suit en permanence est The Shadow Queen, donc la reine des ombres. Donc maintenant, les deux figurines doivent être jouées ensemble. Elles coûtent 600 points. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, on a gardé la règle dans laquelle Moratti ne pouvait subir que 3 blessures par tour maximum. Ils ont corrigé le petit trou dans les règles qui faisait que les dégâts qui étaient subis en début de tour ou en fin de Battle Round ou en fin de Battle Round, notamment par le mouvement de Endless Spell, pouvaient faire des dommages qui ne comptaient pas dans le maximum de 3. Donc ça, c'est changé, c'est vraiment 3 par tour maximum. Les dommages que Moratti Kane subit sont automatiquement envoyés à The Shadow Queen. Donc, essentiellement, les deux figurines partagent un même ensemble de 12 points de vie et ne peuvent subir collectivement que 3 blessures par tour. Par contre, dès que la Shadow Queen meurt, Moratti Kane meurt aussi et est retiré du champ de bataille. Donc, le War Scroll de Moratti Kane a subi des légers changements. Donc, on a encore une figurine qui est sur un 4+ de sauvegarde avec 6 points de vie. Bon, c'est complètement... ça va être rarement utile de savoir qu'elle a 6 points de vie puisque c'est partagé là, avec The Shadow Queen. Son profil d'attaque, elle a 3 attaques avec sa lance sur 3+, 3+, moins 1 des 3 et 6 attaques avec ses ailes, là, ses ailes de métal qui sont 6 attaques à 3+, 3+, moins 1. Donc, ça fait en moyenne, contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+, environ 3,5 dégâts. Là. Donc, c'est pour un mage, pour un sorcier, c'est très, très respectable, capable de se défendre. Mais évidemment, c'est pas pour la jouer en combat qu'on va jouer Moratti. Donc, elle conserve son habilité qui fait qu'on a -1 au jet de touche contre elle, autant en tir qu'en corps à corps. Elle a été renommée. Maintenant, c'est plus Enchanting Beauty, donc c'est plus beauté enchanteresse, c'est Commanding Presence, donc présence imposante, ou je ne sais pas comment ça va être traduit. C'est encore une sorcière qui peut lancer 3 sorts par tour avec un bonus de +1. Elle peut dissiper ou unbinder 2 sorts par tour, encore une fois avec un bonus de +1 dans les 2 cas. Et elle connaît évidemment Arcane Bolt, Mystic Shield et Black Horror of Ulgu, qui est son sort de War Scroll et évidemment un sort au choix parmi ceux du Battleton. Son sort est vraiment intéressant. Donc, il y a une portée, il se lance sur du 7, il y a une portée de 36 pouces, puis il se permet de cibler une unité visible. Si le sort réussit, on lance un D6. Sur un 1, l'adversaire subit une blessure mortelle. Sur un 2 ou 3, il subit D3 blessures mortelles. Et sur un 4+, c'est D6 blessures mortelles. Donc, la possibilité de faire D6 blessures mortelles à 36 pouces, c'est plutôt bon, disons. Donc, c'est vraiment une bonne sorcière. C'est vraiment un beau... vraiment bien de pouvoir la jouer là, pour toute la durée de la partie, ou du moins tout le temps qu'elle sera en vie. Et la Shadow Queen, donc la version monstre, a aussi subi des changements. Donc, son tir, notamment son regard, la portée a été augmentée. On est à 18 pouces, on touche sur du 2, blesse sur du 2, perforation de 3 et dommage D6. Donc, c'est un tir qui est assez redoutable. Et il n'est pas dégressif au fur et à mesure qu'elle subit des blessures. Avec sa lance, elle a maintenant 2 attaques de plus. Avant, elle avait 6 attaques. Elle est passée à 8 attaques qui touchent sur du 3, blesse sur du 3, 2 de pénétration, 3 dommages. Et sa couronne de serpent fait 2d6 attaques, 3+, 3+, pas de pénétration, 1. Et sa queue envenimée qui a 3 pouces de portée. Donc ça, c'est toujours intéressant. C'est une attaque, 3+, 3+, moins 2 et 6 dégâts. Sa charte dégressive a été modifiée. Avant, dès qu'elle tombait d'une rangée dans sa charte dégressive, son attaque à flat 6 tombait à D6. Maintenant, c'est plus progressif, donc elle baisse à 5, à 4, à 3 et à 2. Donc de ce côté-là, elle va rester un petit peu plus efficace plus longtemps.
Et toujours sur le plan de la charte dégressive, c'est son nombre d'attaques avec sa lance. Donc, ses attaques à 3 de dommages vont baisser. Là. On commence à 8, puis on finit à 4 à la fin. Donc, en termes de dégâts, encore une fois, contre un adversaire qui aurait une sauvegarde modifiable à 4+, on est à 12,7 dégâts en moyenne. Donc, c'est plutôt bon. C'est plus qu'un Frostlord sur Stonehorn, par exemple. Un Frostlord sur Stonehorn fait en moyenne un petit peu moins que 12 dégâts contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+. Donc, vraiment, la version Shadow Queen cogne très fort. Et en plus, ces statistiques-là ne tiennent pas compte des bonus d'armée. Donc, si on a un Mind Razor sur Morathi, si on est rendu au tour 3, puis elle relance ses 1 touche, ou dans Agnar, relance ses jets de touche ratés, là, son 12,7 dégâts est encore plus, là, est augmenté. Donc, c'est vraiment une bête qui fait le travail au corps à corps. C'est un gros beat stick, comme on dit. C'est un gros bâton. Déplacement de 14 pouces lorsqu'elle n'est pas blessée et elle vole, donc elle a vraiment un beau déplacement. Elle a gagné une nouvelle habileté. En fait, si elle est en combat, donc si elle est à l'intérieur de 3 pouces d'une unité ennemie, elle donne une attaque supplémentaire à toutes les Kinérailles et les Mélusailles qui sont entièrement à 18 pouces d'elle. Donc ça, c'est vraiment très bon. Donner une attaque supplémentaire aux Mélusailles, c'est vraiment significatif. 18 pouces, c'est une assez grosse bulle aussi. Voilà. Et elle a gardé aussi le malus du fait qu'elle ne peut pas être guérie. Donc, on ne peut pas la guérir, mais on peut juste la blesser de 3 par tour. Par contre, elle a perdu son habilité de commandement. Donc, Morathi a toujours la version, Morathi Kane a toujours une habilité de commandement, mais la version Shadow Queen n'a pas d'habilité de commandement. Et la version Shadow Queen n'est plus une sorcière non plus, donc elle ne peut plus lancer de sorts. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Par contre, Morathi Kane, la version Elf, a une command ability. C'est sensiblement la même qu'elle avait avant. Donc, on choisit une unité de Daughters of Kane en phase de héros, qui est entièrement à 24 pouces de Morathi. Et elle peut immédiatement tirer. Ou si elle est à l'intérieur de 3 pouces d'une unité ennemie, elle peut se battre. Donc, la possibilité qu'une unité se batte en phase de héros, c'est extrêmement bon. Par contre, dans l'ancienne version, elle pouvait cibler 2 unités pour faire ça, Morathi. Là, on peut le faire seulement sur une, mais même sur une, c'est déjà là, extrêmement bon. Donc, pour 600 points, on en a vraiment beaucoup pour notre argent. La version à 480 points, l'ancienne version, était bonne. Là, la version Shadow Queen, elle est, à mon sens, un peu meilleure qu'elle l'était parce qu'elle fait un peu plus de dommages au combat, donc elle est un petit peu plus forte en combat. Puis pour 120 points de plus, parce qu'on est passé de 480 à 600, on gagne la possibilité de garder sur le jeu, en fait, on garde sur le jeu aussi Morathi, qui est une sorcière à 3 sorts par tour, plus 1, une excellente habilité de commandement, et qui ne peut pas se faire sniper si facilement parce qu'elle et la Shadow Queen ensemble ne peuvent perdre que 3 points de vie par tour. Donc, c'est vraiment, vraiment bon. D'ailleurs, à 600 points, Vincent, je pense que c'est un auto-include dans l'armée. Cette pièce-là a probablement un impact similaire sur le jeu qu'un Nagash, qu'un Archaeon, qui valent environ 800 points. Oui, c'est ça. On en parlait ensemble. C'est bon, peut-être pas autant que Nagash en OBR, mais même là, présentement, Nagash n'est plus vraiment joué à l'heure actuelle. Archon cogne un petit peu plus fort. On a comparé, mais pas beaucoup plus fort. Ça va dépendre dans quelle allégeance on joue Archon pour savoir si vraiment il frappe plus fort que Morathi. Morathi aussi a accès à des bons bonus avec Mind Razor notamment, t'en parlais. Il a accès aussi à une prière. C'était une prêtresse pas loin pour lui faire une prière. Là, Catéchisme du meurtre qui permet de donner les Exploding 6, donc les 6 qui font double touche. C'est ça. Fait comme Archon, dans le fond, en Korn ou peu importe, en Slave to Darkness, là, avec les marques de Nurgle ou de Singe, peu importe, gagne des bonus. Morathi aussi va gagner des bonus. En termes de créatures que tu vas pouvoir envoyer pour frapper, elle va clairement avoir un impact qui est fort. Puis le fait qu'on peut juste lui faire 3 dommages par tour, là je ne sais pas il y a combien d'unités sur le jeu qui vont être capables de rester 4 tours en corps à corps avec elle pour réussir à la tuer sans s'être fait tuer par Morathi elle-même. En tout cas, 600 points, ça semble peut-être un peu bas comme coup en points. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est sûr, je vais faire le tester, voir ce que ça dit sur table, mais c'est sûr qu'elle est pas. Son coût n'est pas surévalué, à mon avis. Non, il va falloir le tester, mais je pense que l'impact aussi d'avoir Morathi Kane sur le jeu et pas seulement la Shadow Queen, parce qu'avant, dès qu'on pouvait, on transformait
la version Elf en la version monstre parce qu'elle était trop vulnérable puis elle avait moins d'impact en format Elf. Là, on a les deux sur le jeu. C'est vraiment très bon. 3 sorts par tour à +1, sachant que les Daughters of Cain ont des très bons sorts. On a parlé de Mindrazor, mais il y en a d'autres aussi qui sont vraiment intéressants. Donc, non, vraiment, là, je pense que pour 600 points, on en a pour notre argent. C'est un auto-include. Et c'est une réponse aussi à des grosses menaces du méta. On a plusieurs armées comme Tsinch, comme les Caradrons, comme les Séraphons qui peuvent essentiellement tuer l'unité qu'ils veulent n'importe où sur le jeu au tour 1. Là, ben, je suis désolé, mais c'est pas possible de tuer aucune des deux versions de Moratti au tour 1. Donc, on est sûr d'avoir à l'affronter pendant au moins 4 tours. 2 Battle Rounds, 4 tours. Donc, donc vraiment, contre le méta de tir, ça devient quand même assez intéressant. Le méta aussi qui spamme des Mortal Wounds là, avec les Séraphons qui peut envoyer des Mortal Wounds partout. C'était une difficulté des Daughters of Cain. On a besoin de nos Hag Queen pour donner les bonus, notamment la Witch Brew et tout ça, et les prières. Puis, c'est des modèles à 5 points de vie. Donc, les Séraphons qui distribuent des 3 mortels un peu partout, là, ça nous faisait très mal. Là, finalement, on a 2 héros, hein, parce que chacun a le mot-clé héros. Donc, on a 2 héros qui ne pourront pas être tués là, si facilement. J'oubliais aussi un petit détail, Moratti Cain compte, même si elle n'est pas le général de l'armée, elle compte comme si elle était un général. Donc, pour la portée, hein, ça veut dire que les habiletés qui permettent de donner relance des 1 de touche, relance des 1 de sauvegarde ou pas prendre de Battle Shock Test, ça va se faire à une portée de 12 pouces et non 6 pouces de Moratti Cain, donc la version Elf. Donc, ça, c'est quand même bien aussi. Ouais. Puis le fait aussi qu'elle soit justement un peu impossible à sniper, du moins en un tour, ça va te permettre d'envoyer cette sorcière-là à l'avant pour être certain que tu puisses utiliser ces sorts qui vont être portée plus petite. Là, son sort, elle, a une excellente portée de 36 pouces, mais il y a beaucoup de sorts qu'il va vouloir lancer qui ont une portée probablement plus de 18 pouces. Mais là, tu vas pouvoir l'avancer pour qu'elle puisse impacter là, sur le champ de bataille. Tout à fait. Et sans crainte, parce que de toute façon, on va vouloir avancer la Shadow Queen. De toute façon, la Shadow Queen va subir elle aussi des dommages. Donc, on va pouvoir faire avancer Moratti Cain complètement impunément. Parce que c'est une autre chose qu'elle a perdue, par contre, dans son ancienne version, sur son War Scroll, c'était dit qu'elle doublait la portée de tous les sorts qu'elle lançait. Là, elle ne double plus la portée. Il y a seulement son sort de charte d'unité qui a 36 pouces de portée. Donc mais malgré tout, ça reste une sorcière redoutable. Là. C'est vraiment une belle... disons qu'à 600 points, qui est le même coût en points qu'à l'Ariel, on ne se pose pas la question à savoir laquelle des deux est la plus forte. Là. Je pense que Moratti est nettement plus forte qu'à l'Ariel, par exemple. Voilà. Sinon, on a d'autres changements qui sont arrivés. Donc, première chose aussi, pas première chose, mais en fait, une chose intéressante, c'est qu'on a un nouveau temple qui est le Zaintar Kai. Donc, ce temple-là, ce qu'il a comme habilité, c'est qu'il donne +1 de bravoure aux Mélusailles et aux Kinérailles. Il permet aussi de donner un item magique à un héros de plus. Donc, d'emblée, on a 2 items magiques, 2 artefacts de pouvoir plutôt qu'un lorsqu'on joue ce temple-là. Donc, ça, c'est quand même une très belle habilité. Ça vient aussi avec une habilité de commandement qui permet de donner plus une attaque à une unité de Kinérailles ou de Mélusailles entièrement à 12 pouces. Donc, plus une attaque, c'est plutôt bon. Quoiqu'il y a un petit sauf-conduit qui a été fait, là, les War Scrolls des Mélusailles ont été refaits. Il y a une petite modification qui a été faite et leur Crystal Touch, leur toucher de cristal qui fait une blessure mortelle sur 4+, est devenu une habilité et non une attaque. Donc, avant, si on augmentait le nombre d'attaques des Mélusailles, on augmentait le nombre de mortels qui était possible de faire sur un 4+. Donc là, ils ont mis une petite sauvegarde parce que Moratti, donc la version Shadow Queen, permet de donner une attaque supplémentaire aux Mélusailles. L'habilité de commandement de ce temple-là permet de leur donner une attaque supplémentaire et la nouvelle héroïne, donc la Mélusaille Iron Scale, permet aussi de donner plus une attaque sous certaines circonstances aux Mélusailles. Donc là, des Mélusailles qui auraient eu plus 3 attaques, on aurait pu se retrouver à avoir faire 4 jets sur 4+ pour faire une blessure mortelle. Là. Donc, avec des Mélusailles, ça aurait été comme complètement cassé. Donc, je pense que c'est une bonne chose là, qui ait fait ça.
Sinon, si on revient à Zantarkai, on a un trait de commandement qui doit être pris par le général, qui est plutôt mauvais, en fait, ou anecdotique. C'est qu'on va rouler un dé pour chaque unité qui est à 3 pouces ou moins de ce général-là. À la fin de la phase de combat et sur 5+, l'unité va souffrir des 3 blessures mortelles. Donc, ça, c'est plutôt anecdotique, plutôt une taxe. Mais donc, si on joue une armée de Mélusailles, c'est sûr que c'est intéressant comme temple. L'artefact de pouvoir de plus, c'est bien. Il y a des bons artefacts de pouvoir chez les Daughters of Cain. Le plus 1 de bravoure est anecdotique, mais le fait de pouvoir donner une attaque supplémentaire, ça, c'est sûr que c'est plutôt bon. Par contre, est-ce qu'on va préférer ce temple-là à Agnar? Je ne pense pas. Agnar demeure... augmente le Feel No Pain à 5+, plutôt que 6+. Permet aussi la relance des jets de touche à partir du tour 3 au lieu de relancer seulement les 1. Donc, je pense que Agnar demeure plus fort. Mais c'est une nouvelle option, surtout pour les listes de Mélusailles. Donc, ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est clairement ça, et dans le fluff, et dans les règles. On voit que Games Workshop ont vraiment voulu ramener les Mélusailles à un niveau où ce serait intéressant à les jouer. Parce qu'on s'entend, les listes compétitives des Daughters of Cain jouaient essentiellement des Witch Elves et des Sœurs du Massacre. Là, les gens jouaient très, très peu de Mélusailles. Donc là, vraiment, les Mélusailles ont été mises à l'honneur pour être mises au niveau. C'est toujours bienvenu, ça, quand Games Workshop rebalance des armées, des factions en redonnant des bonus aux unités qui sont moins jouées. Parce que là, ils n'ont pas touché les Witch Elves, ils n'ont pas touché les Sisters of Slaughter, ils ont juste remonté un petit peu les Mélusailles puis les Chinérailles, ce qui est intéressant. Oui, c'est vraiment un up, puis on pourra en reparler tantôt de l'impact sur la place peut-être dans le méta des Daughters, mais ça a quand même un impact. Puis d'ailleurs, remonter des unités moins jouées, c'est ce qu'ils ont fait aussi aux Idonettes. On va en parler tantôt des Idonettes. Les requins qui étaient moins joués, là, les Alopex, donc qui ont eu un beau up aussi. Là. Donc, on a 3 bataillons aussi. Le premier, c'est la Viperic Guard, qui vaut 140 points. Et celui-là est particulièrement intéressant parce qu'il permet d'inclure, en fait, on doit inclure Moratti dans ce bataillon-là. Donc, on n'avait pas de bataillon qui incluait Moratti jusqu'à maintenant. Donc, Moratti, ensuite, 1 à 2, soit Méduse ou Mélusaille Iron Scale. Donc, les deux héroïnes, l'héroïne Mélusaille ou la Méduse, qui est une sorcière. Donc, on peut en mettre 1 à 2 et 2 à 3 unités de Mélusaille, donc les Blood Sisters ou les Blood Stalkers. C'est particulièrement intéressant parce que ça permet de faire une armée, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, une armée de Daughters of Cain One Drop. Donc, je me suis amusé à faire une liste et si on joue Moratti à 600 points, ce bataillon-là vaut 140 points. On a Moratti à 600 points. On peut jouer une Méduse, une Mélusaille Iron Scale ou 2 Mélusailles Iron Scale, 2 Méduses. Les deux sont 140 points, ça change rien. Donc, 2 de ces héroïnes-là. Donc, on a une liste avec 3 héros, 4 en fait avec les 2 Moratti. Et on peut jouer 3 unités de Blood Sisters. Donc, par exemple, 1 x 15 et 2 x 10 Blood Sisters. Et les Blood Sisters, lorsque notre général est une Méduse, ils sont Battle Line. Donc, on place la Méduse Battle Line. Donc, on a nos 3 Battle Lines et on arrive à 2000 points, très exactement. Donc, on a une liste à 2000 points, One Drop. Bon, à quel point elle va être compétitive, je ne sais pas. Ça reste qu'on a juste 35 Blood Sisters, puis 4 héros. Mais ça pourrait être intéressant de l'essayer, ne serait-ce que pour le One Drop. En fait, ce bataillon-là aussi, ce que ça fait, c'est qu'une fois par bataille, un héros peut utiliser une habilité de commandement sans payer de points de commandement. Donc ça, c'est intéressant parce que le bataillon vaut 140 points. D'emblée, on a un point de commandement supplémentaire parce qu'on prend un bataillon. L'habilité du bataillon, c'est essentiellement d'avoir un 2e point de commandement. Comme un point de commandement vaut 50 points, c'est comme si le bataillon nous coûtait seulement 40 points, puis ça donne un item magique. Donc, plus la possibilité d'être en une seule pause ou à tout le moins de réduire significativement le nombre de pauses là, de l'armée. Donc, c'est vraiment un beau bataillon. Je trouve qu'il est intéressant, il est fort. On a un 2e bataillon qui est le Scat Coven. Lui demande de jouer une Bloodrack Medusa, qui peut être la version chaudron ou pas, ou une Mélusaille Iron Scale, 1 à 4 unités de Blood Sisters, 1 à 2 unités de Blood Stalkers et 0 à 2
unités de Kinerai Harpie et ça fait en sorte que les unités de ce bataillon-là ne prennent pas de Battle Shock Test. Ce bataillon-là vaut 140 points. Donc là, il est vraiment moins intéressant. C'est moins bon, à mon avis, comme bataillon. Et finalement, on a le Shrine Blood, où il faut jouer 2 Blood Rack Shrine, donc les chariots avec la méduse. Donc, il faut en jouer 2. Je ne connais pas beaucoup de gens qui en possèdent 2 en partant. C'est pas souvent, on a tous monté nos chaudrons avec la Hag Queen ou la Slaughter Queen dessus. C'est beaucoup plus fort. Et on doit jouer 2 unités de Melusai, Blood Sisters ou Blood Stalkers, et 2 unités de Harpie. Ce que ça permet, c'est de sacrifier en fait des Melusai pour redonner des points de vie, des wands à nos Blood Rack Shrine, à nos chaudrons. Donc, je ne vois pas pourquoi on voudrait tuer de nos précieuses Melusai pour redonner des points de vie aux chaudrons. Là, c'est pas super bon. À mon avis, ce ne sera pas joué, ce bataillon-là. Je ne vois pas l'intérêt de le jouer. À moins qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas compris. Si vous avez vu une manière d'exploiter ce bataillon-là que je n'ai pas vu, faites-le moi savoir en commentaire sous la vidéo. Mais c'est 120 points le bataillon. Donc vraiment, je pense que les 2 autres bataillons que j'ai présentés sont plus intéressants, en particulier le Viperic Guard là, avec Moratti. Sinon, il y a eu des changements au War Scroll des Melusai. Comme je disais, l'habilité Crystal Touch, toucher de cristal, a été transformé en habilité. Ce n'est plus une attaque. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les Melusai armés d'arc ont maintenant 2 tirs plutôt qu'un. Donc, c'est un changement majeur. Elles n'étaient pas jouées, elles étaient vraiment mauvaises avec seulement un tir. Là, leur ratio de dommages était vraiment mauvais. Maintenant, 2 tirs, ça commence à être intéressant. Peut-être comme une petite unité de support, tout ça, ça vaut peut-être la peine. Avec une habilité de commandement, on peut aussi les faire tirer en phase de héros. Donc, c'est pas inintéressant. Je pense pas que ça les amène à un niveau où elles sont préférables. C'est pas une unité d'élite, assurément pas. Il y a beaucoup d'unités qui tirent encore mieux qu'elles sur le jeu, mais 2 tirs à 3+, ça commence. Avec les 6 qui font une mortelle, c'est pas inintéressant. Le dernier War Scroll qu'on a présenté pour les Daughters of Cain n'est pas dans le Broken Realms, en fait. Il se retrouve dans la boîte, là, la nouvelle boîte combinée Daughters of Cain et Slaanesh, dans laquelle on a un nouveau héros pour chacune des 2 factions. Donc, pour les Daughters of Cain, c'est la Melusai Iron Scale. Donc, c'est une héroïne Melusai, on n'en avait pas. C'est intéressant. Elle a un tir donc, qui est à 18 pouces de portée, 3 attaques, donc 3 tirs à 3+, moins 1. Donc, c'est un tir qui peut être achalant sans être dominant. Et elle a ensuite en combat 3 attaques, 3+, moins 1, D3. Donc, c'est pas une combattante exceptionnelle du tout et on va voir, ça va poser problème par rapport à une de ses habiletés. Donc, elle aussi a le toucher de cristal qui s'appelle en fait Turned to Crystal, donc transformé en cristal. C'est exactement la même habilité qu'ont les autres Melusai, mais sur du 3+, plutôt que sur du 4+. Donc, elle fait un Mortal Wound, une blessure mortelle. Comme elle a le Blood of the Oracle, donc le sang de Cain, le vanirite avec lequel Moratti a transformé, a fait son rituel de transformation, s'en est servi aussi d'une fraction de goutte pour créer ces Melusai-là. Donc, ça fait en sorte que lorsqu'un sort persistant l'affecte, ça va permettre, on va pouvoir choisir de lancer un dé et sur 5+, d'ignorer l'effet du sort ou du sort persistant. Donc, c'est plutôt bien. Et ensuite, elle a une habilité qui est si elle tue un modèle ennemi, pour le reste de cette phase de combat-là, les Melusai entièrement à 12 pouces d'aile, donc les unités Melusai entièrement à 12 pouces d'aile vont avoir une attaque supplémentaire. Donc, ça semble bon, mais en fait, c'est pas excellent. On se rappelle que la Melusai Iron Scale a 3 attaques à 3+, moins 1 D3, donc elle ne va pas tout le temps être capable de tuer une figurine adverse. Dès que les adversaires ont 3-4 points de vie, par exemple, contre des Ogre, contre certains Stormcast, etc. Donc, il y a plein de figurines qui ont plusieurs points de vie. Ça va être difficile pour elles de tuer une figurine et ça oblige à l'activer
avant d'activer notre unité de Mélusaille. Donc ça, c'est la plupart du temps, on va vouloir activer notre unité de Mélusaille avant parce qu'il frappe plus fort. On ne veut pas se faire tuer de nos précieuses Mélusailles qui ont seulement 2 points de vie chacune. Donc cette habilité-là, moi, je la trouve plutôt limitée. En fait, il y a beaucoup de situations où elle ne fonctionnera pas. Par contre, son habilité de commandement est correcte, donc elle va permettre de choisir une unité de Mélusaille entièrement à 12 pouces. Et jusqu'à la prochaine phase de héros, on peut avoir Run and Shoot and Charge. Donc, c'est plutôt bien. Là. Elle donne Run and Charge, Run and Shoot à une unité de Mélusaille. Et en plus, elle donne les unités qui vont courir avec 2 des 6 pouces plutôt qu'un des 6 pouces. Donc, ça augmente. Donc là, on voit qu'elle augmente énormément la portée d'une unité de Mélusaille. L'unité de Mélusaille peut courir à 2 des 6 et charger le même tour. Donc, ça, c'est vraiment intéressant là, comme habilité de commandement. Donc, la figurine, le modèle vaut 140 points. Donc, pour 140 points, est-ce que ça vaut tant la peine? Je ne sais pas. Les Hag Queen à 100 points sont tellement bonnes, avec la Hag Brew, avec la possibilité de faire 2 prières, que je pense que la Mélusaille Iron Scale va avoir de la misère à justifier ses points. Donc, toi, tu n'achètes pas la boîte Shadow and Pain juste pour avoir la Mélusaille, parce que c'est déjà le reste de la collection, fait que ça vaut pas la peine. Oui, non, j'ai déjà beaucoup de Daughters of Cain voilà. Donc, que j'espère on pourra voir sur la chaîne bientôt. Par contre, l'armée n'est pas toute peinte encore, donc je vais être limité dans mes choix, mais non, c'est ça, je ne l'achèterai pas. Puis d'ailleurs, j'aime pas beaucoup la figurine, je la trouve trop statique. Donc, je risque de tenter d'aller plus vers une conversion là, que la figurine qui est dans la boîte. Voilà. Donc, ça fait le tour pour les Daughters of Cain. Dans l'ensemble, écoute, je pense, tu me diras, Vincent, si tu es de cet avis-là, mais j'ai l'impression que ça va remonter leur place dans le méta. Donc, c'est une armée qui était dominante. Pride en a souvent parlé et fait la démonstration sur French War Game Studio. Hein, donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de succès avec cette liste-là, plusieurs autres joueurs aussi, même si c'était une liste qui est très peu jouée, elle est très peu vue dans le méta. Il y a peu de joueurs qui la collectionnent. C'est une liste qui a toujours très bien fait en tournoi. Mais au fil des mois, on l'a vu perdre de plus en plus d'importance dans le méta. Mais là, je pense qu'avec le up qu'ils ont donné à Moratti, vraiment, on va voir un retour peut-être des Daughters dans le méta. Est-ce que c'est assez pour les amener au niveau des Caradrons, des Séraphons, des Tzinch? Je ne pense pas, non. Mais assurément, elles ont leur place dans le haut du Fat Middle minimalement. Oui, parce que là, ce qui a été modifié, avant, ce qui était fort chez les Wish, c'était les Witch Elves, les Sisters of Slaughter, des gros blocs qu'on boosté avec les habiletés là, des prêtresses qui étaient autour. Ça n'a pas été amélioré finalement. Ça, c'est resté au même point. Vraiment, le up pour ces listes-là, ce sont les listes qui jouaient Moratti. Je pense que là, Moratti est plus forte, mais elle coûte un peu plus de points. Il va falloir sacrifier autre chose. Fait que je pense aussi que ça va améliorer la place dans le méta des Daughters of Cain. Là, il y avait comme chuté, comme tu l'as mentionné. Je pense que ça va les aider un peu à se repositionner. Mais je pense pas que ça va être assez pour les amener là, dans le top tiers. Non. Vraiment pas. Non, l'impact est pas majeur de ce côté-là. D'ailleurs, une piste que j'ai vu plusieurs joueurs faire, soit dans les groupes Facebook ou même Cédric Delors que j'ai affronté dans le dernier tournoi qu'on a fait. La piste que les gens suivaient, c'était de jouer des Hag Queens sur des Cauldron, donc ne plus jouer des Hag Queens à pied, donc jouer 2, 3 Cauldron pour avoir des Hag Queens qui ont 12, 13 points de vie. Je ne sais plus si c'est 12 ou 13, j'ai une petite crampe au cerveau en ce moment. Mais donc, on a des Hag Queens qui ne sont pas si faciles à sniper par les unités de tir et tout ça. Mais si on joue 3 Cauldron of Blood, on n'a pas la place pour une Moratti à 600 points. Donc, si on joue Moratti, on va jouer peut-être une Hag Queen sur Cauldron ou encore on va être obligé de les jouer à pied. Puis là, ils deviennent vulnérables contre des Séraphons, contre des Caradrons et tout ça. Donc, vraiment, retour assurément dans le haut du Fat Middle, parce que les Witch Elves demeurent des machines à tuer absolument incroyables lorsqu'elles sont buffées. Tout ça, on a Moratti qui va être extrêmement forte, extrêmement difficile à tuer. Mais est-ce que c'est assez pour rivaliser avec les listes God tiers? Je suis d'accord avec toi. Non. Très bien. Alors, ça fait le tour pour les Daughters of Cain. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Oui, on a les Idonettes. Tes Idonettes,
tu es un joueur idonette, je pense que tu as été très content de voir les changements arriver. J'ai hâte de t'entendre à ce sujet-là. Un reproche que tu faisais aux idonettes et qui faisait que tu les jouais pas si souvent que ça, c'était que les idonettes sont un peu un one-trick pony, une liste qui avait essentiellement un truc. Hein. On jouait des Murennes, des Heals en quantité avec Volturnos, puis tour 3, on détruisait tout. Est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que tu as pensé des changements et veux-tu nous les présenter? Oui, ben, je pourrais commencer par présenter peut-être les changements qu'on a. Ici, on a eu vraiment des changements au War Scroll même, là, des unités qui étaient peut-être les moins jouées. Je peux commencer par les deux Eidolons qui ont eu un changement. Là. Ça, c'est la figurine qui est portée par une grande cape, là, qui est une grande vague. D'abord, bon, le Eidolon Aspect of the Storm. Celui-ci, c'est celui qui est l'Eidolon de combat. Alors, des petits changements là, au niveau de son War Scroll. Les deux changements importants qu'on a, c'est que là, il y a une bulle autour de lui. Avant, la bulle permettait une reroll, hein, de rerouler les 1 pour les jets de blessure. Là, présentement, ben, pour la bulle va faire en sorte que ça va ajouter 1 au jet de blessure des unités idonettes Deepkin qui sont autour de lui, là, à 18 pouces, entièrement à 18 pouces de lui. Alors, c'est nettement plus fort. Le plus 1 to wound est meilleur que Reroll 1 pour les one roll. Ça l'affecte pas lui beaucoup parce que ces deux attaques principales, dans le fond, sont déjà des attaques qui blessent sur 2+, donc avoir plus 1, c'est pas utile. Sinon, le gros changement qu'il y a pour ce personnage-là, ce héros-là, ça va être un Feel No Pain à 5+, qui permet d'ignorer les blessures et les blessures mortelles. Comme c'est une créature à 12 points de vie, 3 plus de save, qui se guérit de D3 à chaque fois qu'elle fait une charge, un 5+ de Feel No Pain, ça vient d'augmenter beaucoup sa durabilité. Avec sa bulle de +1 pour blesser, on commence à avoir un héros qui est intéressant. Ça va être attesté comme héros. Ils ont revu son coût en points aussi un petit peu. Mais je pense que ça va être intéressant. Pour ce qui est de l'autre Eidolon, c'est Aspect of the Sea. C'est le magicien. Lui, il n'a pas eu vraiment de changement significatif là, au niveau de son War Scroll. Le gros changement, c'est simplement, encore une fois, le Feel No Pain à 5. Lui aussi en a gagné 1. Donc, lui aussi va être un petit peu plus durable, mais qu'on continue à être un petit peu cher pour son coût en points pour ce qui est. On est à 330 points là, chacun, autant l'aspect de la mer que l'aspect de l'orage. On est à 330 points chacun. Les Eidolons, je ne me trompe pas, avaient commencé au-dessus de 400 points chacun. Là. Ils avaient vraiment été surévalués. Ils ont descendu. On ne les voit pas sur les tables de jeu. C'est dommage. C'est une figurine qui est imposante, qui est intéressante. Mais on ne les voyait pas justement à cause qu'elles n'étaient pas assez fortes pour leur coup en points. Là, je pense qu'elles sont encore un petit peu faibles par rapport à d'autres entrées qu'on a dans le livre. Mais là, ça devient plus ridicule de les sortir. Là. Ça devient intéressant là, de les sortir dans une liste. Là. Donc, dans une liste compétitive, peut-être pas, mais dans une liste amicale, compétitive, disons, là, amicale, ça se défend. Ou dans une liste où on a vraiment aimé le modèle, puis on l'a peint, fait qu'on décide de l'amener en tournoi, c'est correct. C'est les joueurs qui l'ont puis qui veulent la jouer en tournoi, cette pièce-là, vont trouver ça intéressant. Puis peut-être que je me trompe sur l'Eidolon de combat, l'Aspect of the Storm. Peut-être qu'on va le voir un petit peu plus. Là, une bulle de +1 pour blesser avec sa force de frappe à lui. Il y a peut-être des choses à faire intéressantes. Mais justement, les joueurs idonettes, si tu permets, les joueurs idonettes qui nous écoutent, on serait curieux de savoir un peu ce que vous en pensez des Eidolons. Donc, vous pouvez nous laisser ça en commentaire sous la vidéo. Là, on va être vraiment curieux de savoir comment vous avez évalué ce changement-là de votre côté. Oui, parce que comme tu l'as dit, c'est une armée que je possède quand même depuis un certain temps, mais je ne l'ai pas joué beaucoup parce qu'essentiellement, il fallait jouer un spam de Muren, l'en mettre le plus possible sur la table, attendre le tour 3, frapper très fort en mettant tout Volturnos qui donnait des bonus à toutes les unités. Là, on a d'autres entrées intéressantes. D'ailleurs, une entrée qui a fait jaser beaucoup, les Alopex, les requins, qui, eux, ont eu un changement au niveau de leur War Scroll qui est intéressant. Fait qu'on peut peut-être en parler un petit peu. Je pense que le requin était jouable à la limite. Il était un petit peu moins fort que les Murennes. Là, il devient vraiment intéressant. Là. On lui a ajouté. On le voyait quand même dans certaines listes, mais plus de manière anecdotique. Là. On a 1, 2. C'était pas une pièce qui était très jouée, mais elle n'était pas absente non plus.
Non, en fait, on la jouait parce qu'elle fait partie du Akkadian Corps, qui était le bataillon qui permet de jouer un maximum de Muren. Fait que c'est surtout pour ça qu'on le Ah rentrait. oui, c'est une Sinon, taxe. en lui-même, il était un petit peu plus faible. Là, on a augmenté son coup en pointe de 10 points, mais on a modifié ses attaques. Dans le fond, on a rassemblé on a rassemblé 2 de ses lignes à une seule ligne. Donc maintenant, il y a 6 attaques à 3+, pas de Ren, 1 de dommage. Et sa bouche, maintenant, c'est 3 attaques, 3+, -2, 2. C'est intéressant, ça frappe plus fort, plus d'attaques qui font pas 3 de dommages, mais 2, mais au total, ça fait que le requin devient plus fiable. Et au Ouais. total, en moyenne, il va faire plus de dommages qu'il faisait avant. Non seulement il fait plus de dommages, mais son ratio de dommages est meilleur que ce qui était avant. Fait que même si on a monté son coup en points, somme toute, il y a un meilleur ratio. Le nombre de dommages qu'il fait par 100 points est meilleur que ce qui était avant. Fait que ça, c'est vraiment Son, intéressant. son coût en point est passé Ensuite, de 100 oui, à vas-y. 110. Son coût en point est passé de 100 à 110, c'est bien ça? C'est ça, il a monté d'un petit 10%, mais ça vaut le 10% les changements. Les autres changements intéressants, bon, les requins sont équipés d'armes de tir. On peut soit avoir 4 tirs en 3+, -1, à 24 pouces de portée. Alors, on a gagné un tir de plus puis un rend de -1, ce qui double directement l'efficacité des tirs. Là, j'ai fait les statistiques, puis on vient de doubler son efficacité. Ou on peut toujours avoir juste un tir en 3+, pas de rend qui fait 3 de dommages. Ça, c'est avec le net. La portée est moins bonne, on a juste un tir, donc c'est beaucoup moins fiable. Sauf que le net devient très intéressant parce que du moment où on touche, on n'a pas besoin de blesser. Du moment où on touche avec le net une unité, l'unité pendant le tour ne pourra pas faire de mouvement de pile-in. Alors ça, c'est vraiment intéressant. On peut faire apparaître les requins à 9 pouces avec le Soul Scryer qui va leur permettre une charge avec un plus 3 pouces. On les fait apparaître à 9 pouces, on tire sur une grosse unité. Il s'agit qu'un de nos 2 requins, si on en a 2 dans l'unité, touche l'unité ennemie. Et l'unité ennemie qu'on va charger ne pourra pas faire de pile-in. Donc, contre un gros bloc, par exemple, on parlait des Witch Elves tantôt, ça peut être fortement embêtant. Là, au lieu d'en avoir 10-20 qui vont rattaquer, on va en avoir 2 ou 3 seulement. Puis on s'entend que en touchant sur du 3 parce que c'est faut pas blesser, il faut simplement toucher. Donc, on a si tu as une unité de 2 requins, c'est 2 tirs à 3 la probabilité de toucher est extrêmement élevée. Là. Oui, il y a plusieurs moyens en plus de donner une reroule des 1 chez les idonettes pour le toucher. Donc, la probabilité de toucher est très, très élevée. Là. Puis, comme on a juste 2 modèles ou 3, 2 modèles dans l'unité, ben, on peut aller facilement faire une charge en coin qui fait qu'on va minimiser le nombre de modèles ennemis qui vont pouvoir réattaquer. Puis, comme les requins prennent de bonnes morsures dans les unités ennemies, là, tu peux faire un trou avant le tour suivant. Alors, dans un scénario où ce serait toi qui frapperais 2 tours consécutifs, c'est un double tour, ça peut faire très, très mal parce qu'il va avoir la chance de retirer le tour d'après, d'empêcher un nouveau mouvement d'engagement. Ouais. Donc, on peut venir vraiment locker, donc immobiliser une grosse unité ennemie, là, une unité d'élite ennemie, puis l'empêcher de réattaquer efficacement en empêchant son pile-in. Ouais. Alors, je pense que bon, beaucoup de joueurs vont préférer, là, évidemment, ça va dépendre de la stratégie, vont préférer le tir à 18 pouces qui empêche le mouvement de pile-in plutôt que le tir à 24 pouces qui est plus efficace, qui est plus fiable puis qui fait un petit peu plus de dégâts en moyenne, mais qui n'a pas cette habileté-là. Fait que je trouve qu'on a donné une belle habileté aux requins. Là, ils deviennent vraiment intéressants. Ils ont une place stratégique dans une liste. Puis il se débrouille bien encore à corps. Là. Ça demeure que l'unité qui va cogner le plus fort, c'est encore les Morsarguards, les Murennes d'assaut. Clairement, sur la charge, elles vont frapper plus fort. Mais les requins, là, ça devient un choix qui est vraiment intéressant. Alors, on a eu un changement au niveau des eidolons, des requins, et évidemment, on a eu un autre changement important, c'est au niveau de la grosse tortue là, du Le Léviathan. Léviathan. Ah, ça, c'est un changement qui fait plaisir. Encore une fois, la tortue, bon, on la voyait. Je pense qu'on la voyait pour 2 raisons. On la voyait d'une part parce que c'est une superbe pièce. C'est vraiment une des belles pièces de Games Workshop. Mais en plus de ça, on la voyait parce qu'elle fait partie, encore une fois, du Akkadian Corps. Donc, le bataillon qu'on voulait jouer là, si on voulait diminuer notre nombre de drops. Donc, qu'est-ce qui a changé? Bon, je ne pensais pas de tous les changements. Je ne relirai pas son War Scroll au complet. Elle aussi, comme les requins, elle a les mêmes harpons qu'elle peut lancer. Donc, elle a gagné 2 attaques. Elle passe de 6 à 8 et elle a gagné du Ren -1. Donc, on parle de 8 attaques, 3+, -1, 1 de dommage.
Donc, ça va être suffisant là, pour faire mal, menacer des petits héros. C'est pas assez pour les sniper un tour, mais ça va encourager l'ennemi à se tenir loin, ou du moins à bien protéger ses héros. Ensuite de ça, bon, on a encore une fois rassemblé toutes les attaques qui se faisaient là, par les petits voyons, les idonettes, les personnages qui sont sur le Léviadon. On a tout rassemblé les attaques pour faire 6 attaques, 3+, pas de rend 1. Ensuite, bon, les fins, les nageoires, on est rendu à 4 attaques, touche sur du 2+, blesse sur du 3+, moins 1 de pénétration d'armure et un dommage 4. Le dommage, cette fois, par exemple, est dégressif, c'est-à-dire que plus le Léviadon va être blessé, plus les dommages vont diminuer. On va passer de 4 à 3, à 2 et à 1. Et finalement, le Crushing Josh, ça, c'est un gros changement. Au lieu d'avoir une attaque, on en a 2 qui va toucher sur du 2+, lorsque le Léviadon est en pleine forme, blesser sur du 2+, avec une pénétration d'armure de moins 2, mais seulement 3 de dommages. Et lorsque on va rouler le fameux 6 pour toucher, c'est des 3 mortels qu'on va faire au lieu de faire. C'est 3 mortels qu'on va faire au lieu de 6, mais ça va continuer à être 6 mortels si le Crushing Jaw se fait sur un monstre. Donc, on a changé un petit peu. Je préfère cette nouvelle version-là. Encore une fois, on a fiabilisé un peu les attaques. Hein, au lieu d'avoir une grosse attaque qui peut potentiellement faire 6 blessures, ben là, on est rendu avec 2 attaques qui font chacune 3 blessures. C'est un petit peu plus fiable. Je trouve ça plus intéressant. Somme toute, en faisant les statistiques, encore une fois, on constate que ben, le Léviadon frappe un peu plus fort qu'il frappait avant. Et encore une fois, malgré une petite hausse de coût en points, parce qu'il est passé à 340 points, il y a un meilleur ratio de dommages qu'il y avait avant. Donc, ça devient une créature de combat là, qui est intéressante puis qui bénéficie aussi très, très bien là, au tour 3 des bonus qui peuvent être donnés là, par Volturnos, par exemple, d'augmenter son nombre d'attaques. Je remarque, Vincent, que autant les requins que la tortue, ils ont fiabilisé, mais ça a eu comme impact de diminuer le nombre de dommages par attaque. Donc, les requins sont passés à des attaques de gueule à 3 de dommages à 2. La tortue, ses attaques de gueule sont passées de 6 à 3, mais elle en a 2 au lieu d'une. Par contre, c'est une manière aussi ça a un impact négatif sur l'habilité du tour 3 qui permet de donner des attaques supplémentaires. Parce qu'à ce moment-là, je me souviens quand la gueule de la tortue gagnait, par exemple, 3, 4, 5 attaques de plus, c'était 3, 4, 5 attaques de plus à 6 dommages. Là, c'est des attaques à 3 de dommages. Donc, l'habilité de commandement de Volturnos va être un peu moins efficace qu'elle ne l'était sur les requins et la tortue. Oui, oui, ça va être. En fait, là, juste clarifier, par exemple, là, c'est pas 6 dommages, mais c'est D6 dommages. C'est 6 mortels si tu faisais le 6 oui, mais c'est D6 dommages. Fait que là, on tombe de D6 à 3, c'est pas une grosse perte. C'est 0.5 en moyenne. Fait que c'est pas une grosse différence, là, somme toute. Puis oui, on a perdu un petit peu parce qu'avant, on avait 4 lignes au lieu de 3 lignes. Hein. Ils ont voulu, je pense, ici, accélérer un petit peu le jeu. Là. Je sais pas, tu viens à jouer à la tortue, bon, tu as plusieurs lignes, faut que tu roules, puis tout ça. Puis là, on a rassemblé les attaques similaires ensemble. Mais globalement, non, la tortue frappe plus fort qu'elle frappait avant, puis elle continue à bien recevoir les bonus conférés par Volturnos. Encore une fois, c'est les murènes sur la charge qui sont les meilleurs à booster avec des attaques additionnelles. Mais là, la tortue est quand même vraiment intéressante. Elle est intéressante aussi de plus parce qu'on a changé sa sauvegarde d'armure. Maintenant, elle est rendue avec une sauvegarde dégressive. Et là, je te vois sourire parce que je sais que tu ne l'aimeras pas, celle-là. Mais elle commence, la tortue, avec du 2+ de sauvegarde d'armure. Pour les 8, en fait, les 8 premiers dommages qu'elle subit, elle est à 2+. Et à partir du 9e dommage, elle tombe à 3+. Les idonettes ont gagné des traits de monture pour les Léviadons. Alors, le premier Léviadon que tu vas prendre va avoir le droit à un trait de monture. Et un de ces traits de monture-là, c'est d'ignorer la reine de -1. Donc, c'est vraiment, vraiment fort. Là. Fait à moins que l'adversaire ait des blessures mortelles ou qu'il y ait de la pénétration d'armure de -2, ça va être très difficile de passer la tortue. Avec un héros qui est proche, qui permet une reroule des sauvegardes de 1, ça devient à peu près pas tuable, là, cette créature-là. Fait qu'on a un gros monstre qui va être difficile à passer. Là. Avec la relance des 1, ignore le rend, c'est une blessure sur 36 qui va passer. C'est horrible. Ouais, fait que c'est ça. Ben, évidemment, c'est ignore le rend -1. Fait que quand on se prend contre un autre gros behemoth qui a du rend -2, ben, la carapace va finir par se briser.
Mais ça veut dire qu'il y a certaines unités qui vont être prises au dépourvu là, contre la tortue, qui ne pourront rien faire contre elle. D'ailleurs, elle gagne un trait de monture. Moi, j'ai parlé de celui qui permet de diminuer de 1 la reine. Il y a un deuxième trait de monture. Il y a 3 traits de monture. Il y en a 2 qui sont vraiment intéressants. Le deuxième, c'est que ça fait passer ses drums, ses tambours, l'aura de Holy Within 12 à Holy Within 15. Ce qui est vraiment intéressant. Parce que ce nouvel aura-là, dans le fond, il donne +1 à la sauvegarde d'armure de toutes les unités idonettes alliées qui ont 8 points de vie ou moins. Donc, ça inclut les requins à présent, qui vont passer de 4+ à 3+. Et on se souvient qu'au tour 1, les idonettes sont à couvert, donc ils gagnent 1 point de plus de save. Donc les requins vont tomber sur du 2+ de sauvegarde d'armure au tour 1. Les Ishland Guard vont tomber sur du 2+ non modifiable au tour 1. Et il y a d'autres habiletés là, qui permettent de leur donner du couvert là, pendant un sort notamment qui permet de leur donner du couvert pendant la partie. Donc ça, c'est un gros up de donner +1 à la sauvegarde plutôt que de donner le couvert, ce qui était le wording initial. Donner le couvert, c'était redondant avec l'habilité du tour 1 des idonettes. Le +1 de save, c'est que ça vient cumuler. Alors encore une fois, je pense qu'on a là une réponse aux méthodes de tir actuelles, où les caradrons pouvaient faire un deep strike, arriver à 9 pouces de tes unités, tirer tout ce qu'ils peuvent tirer ou à peu près. Là, non seulement les idonettes ont une règle qui font qu'ils sont obligés de tirer une unité la plus proche, mais en plus de ça, au tour 1, l'unité la plus proche va être sur du 2+ de save d'armure et certaines unités potentiellement vont avoir un 2+ non modifiable. Donc encore là, 2+ non modifiable, on reroule les 1. Les gros tirs des canons caradrons à -2 de pénétration d'armure risquent de ne pas passer tout simplement. Et les idonettes sont rapides. Les idonettes vont pouvoir, après ça, charger, couvrir la distance, même s'ils s'y mettent 18 pouces, pour aller chercher les bateaux et aller frapper. Là. Ouais, je l'avais dit dans une de nos dernières vidéos, l'importance d'avoir une armée qui est capable de générer des blessures mortelles. Donc, les armées qui sont dominantes actuellement, la plupart des armées qui s'en tirent bien sont des armées qui sont capables de générer beaucoup de blessures mortelles. Les tournois dans lesquels j'ai bien fait avec mes Beastclaw Raiders, c'est essentiellement parce qu'il y a le bataillon Urbald qui me permettait de générer énormément de blessures mortelles. Et là, avec des adversaires comme ça, ça rehausse encore une fois l'importance des blessures mortelles. Oui, c'est un des défauts qu'on disait, qu'on reprochait, on s'en parlait ensemble, c'est qu'il y a eu une escalade dans le fond de la violence. Les Warscrolls sont rendus de plus en plus forts, les unités frappent de plus en plus fort. Pour contrer ça, il a fallu mettre des sauvegardes de plus en plus solides. Alors, on a le Bastiadon qui est à 1+, on a maintenant la Tortue qui commence à 2+. On a donné l'habileté de commandement qui permet de rerouler les 1 sur la sauvegarde. Là, ça fait que ça devient difficile pour des unités qui n'ont pas accès à de la pénétration d'armure de -2 ou qui n'ont pas accès à des blessures mortelles. Ça devient très, très difficile là, de tirer la épingle du jeu. C'est ce que je rapproche un peu. Là. L'escalade, il va falloir diminuer ça. C'est ça. J'ai l'impression qu'on... Il va falloir arrêter ça parce qu'on ne peut pas arriver bien meilleur qu'une sauvegarde d'armure de 2+, là, surtout qu'on peut rerouler les 1. En phase de combat, je pense que j'ai dit que contre les tirs caradrons, ça marcherait, mais l'habileté de commandement, c'est en phase de combat, je ne me trompe pas seulement. Donc, c'est pas efficace contre les tirs, mais quand même, on part avec du 2+, puis on va certainement jouer des Ishland Guard maintenant à 2+ non modifiables, donc contre les caradrons, ça va être parfait. Encore une fois, je pense que comme pour Moratti, c'est une réponse au méta. Il y avait un nouveau bataillon aussi, je pense, hein, Vincent, chez les idonettes. Juste avant de terminer, juste la tortue, elle a aussi un petit impact hit là, sur 2+. Elle va faire des 3 blessures mortelles. Puis si l'unité en face a seulement une caractéristique de 1, donc un point de vie par modèle, ça va être D6 blessures mortelles sur la charge. Donc, globalement, ça va être intéressant. Alors, ça fait le tour là, des Warscrolls. Oui, on a un nouveau bataillon aussi. Un Akhelian King qu'on accompagne d'unités de requins, d'Alopex. Et ça va nous permettre, dans le fond, de faire en sorte, c'est 1-2 unités d'Alopex puis un Akhelian King. Particularité, on a un Akhelian King ici qui est nommé Némétor et qui n'a pas de Warscroll particulier.
Alors, ce que ça va faire, c'est que dans le fond, les Alopex vont gagner 1 à leur hit roll pour leurs attaques de Barbed Hook and Blades. Ça, c'est des attaques qui sont peu fortes. Ce n'est pas les attaques qui sont significatives sur le requin. Mais ça va surtout faire en sorte que si la Achelian King se tient à 3 pouces des Alopex, s'il reçoit des blessures ou des blessures mortelles, on va pouvoir sur 2+, les transférer au Alopex. Donc, ça assure que notre Achelian King va pouvoir survivre jusqu'au tour 3 pour donner là, une attaque additionnelle à une unité. Est-ce que c'est intéressant? Je crois pas, parce que je pense que plutôt que de jouer un Kellyan King qui est nommé, donc on ne pourra pas lui donner d'artefact, de trait de commandement spécial, on va continuer à vouloir jouer Volturnos, qui ne rentre pas dans ce bataillon-là. Je pense en fait le bataillon qui est le grand gagnant, c'est la Kellyan Corps, qui joue une tortue, des requins, puis des murènes. Je pense que là, le bataillon qui était déjà joué, parce que ça faisait un peu de diversité dans la liste, devient juste nettement plus fort qu'il l'était. Donc, selon toi, quel est l'impact de tout ça sur la diversité des listes qu'on va voir chez les idonettes et leur place dans le méta? Je pense qu'on va continuer non. Ceux qui jouaient la Achelian Corps vont continuer de le jouer. Ils vont juste être plus contents de le jouer maintenant. Je pense que c'est ça, ce que ça va faire comme changement, c'est qu'on va tourner beaucoup autour du Achelian Corps pour rentrer un Léviadon, rentrer quelques requins de plus. On va continuer à avoir des murènes, les Schlengard avec du 2+ de sauvegarde d'armure, tour 1 non modifiable, du 3+ s'ils restent autour de la tortue, puis 2+ quand elles ont chargé si la tortue est à proximité. Ça devient une unité qui est tellement tanky, qui va être intéressante à jouer. Puis on va probablement se garder une unité ou deux de murène d'assaut pour faire du dégât rendu au tour 3. Donc je pense que les listes vont graviter plus autour de ça. Ça va être plus juste un spam de murène. On va avoir une certaine diversité, mais ça demeure la même stratégie d'ensemble. On va avoir Volturnos. On va attendre jusqu'au tour 3. On va booster nos unités avec tous les points de commandement qu'on a. On va leur donner des attaques additionnelles. Puis on va espérer briser l'adversaire au tour 3. Je pense que ça ne change pas. J'ai entendu quelqu'un qui disait en commentaire une petite analyse du livre qui disait, ben là, ce serait intéressant, peut-être qu'on pourrait essayer d'inverser la marée vu qu'on a des meilleurs bonus de sauvegarde puis tout ça. Sauf que si on inverse la marée, on perd le couvert au tour 1, donc on va être essentiellement, on revient au même niveau, on va juste avoir des saves de 3+, non pas des sauvegardes de 2+. Fait que je suis pas certain. Puis quand on inverse la marée, ben Volturnos ou la Achelian King ne peuvent plus être général, donc on perd les bonus d'attaque lorsque la marée est haute. Fait que moi, je pense que ça ne changera pas. On va continuer à jouer Volturnos, mais avec la Achelian Corp. Et sur le plan de la place dans le méta, quelle impression tu as? J'espère que ça va réussir à les hisser suffisamment haut pour que le tir perde en importance. Je suis pas certain cependant. Les joueurs Caradron, les joueurs Séraphon, j'avais affronté des Skaven aussi, ou les joueurs Tsinch qui tirent, vont juste devoir être plus patients puis attendre le tour 2 pour tirer. Les Caradrons, je sais que c'est peut-être un match-up moins favorable pour eux parce qu'ils sont obligés de viser l'unité la plus proche, mais les Caradrons peuvent se téléporter n'importe où sur la table à 9 pouces de l'adversaire. Les idonettes sont une armée d'élite où on joue peu d'unités, somme toute, donc c'est difficile de tout couvrir. Donc, ils ont quand même une possibilité d'aller choisir certaines unités. Puis même avec de la sauvegarde d'armure de 3+, qui va être modifiée par du Ren, à part pour les Schlengard, ça va finir par tomber du côté des idonettes. Fait que je ne suis pas certain que ça va avoir le changement espéré. Je ne suis pas certain que ça va venir déloger les grosses unités de tir, mais je pense que ça va quand même faire en sorte qu'on va avoir plus d'idonettes sur les tables de tournoi. Intéressant. J'ai hâte de voir aussi si on va avoir plus de Daughters of Cain parce que c'était une armée qui coûte très cher à collectionner, donc qui est très peu jouée, somme toute. On a eu des changements à d'autres factions que tu joues, notamment les Stormcast Eternals et les Slaves to Darkness, donc 2 factions que tu joues. Puis on terminera peut-être avec les Free Cities. Ouais, qu'on ne joue pas ni l'un ni l'autre, ça fait que ça va être plus difficile de commenter. Bon, Stormcast, pour commencer, on va résumer ça très simplement. Incroyablement décevant. J'attendais, j'avais hâte. Le Battle Tome des Stormcast, c'est pas, à mon sens, un Battle Tome intéressant parce qu'on n'a pas assez de synergie. Nos bonus de faction sont pas suffisamment intéressants. La liste de sorts qu'on a non plus. On a une belle diversité de pièces dans les Stormcast,
mais il manque ce qu'il faut pour les lier ensemble, je trouve. Présentement, on voit des Stormcast bien performés, mais règle générale, c'est la liste Shootcast. Et c'est pas une liste, moi, que j'ai envie de jouer. J'aime ça que le tir soit en accompagnement de mes paladins, de mes évocateurs. Et là, présentement, on a un petit peu de difficulté au niveau des Stormcast là, à monter d'autres listes. Fait que, c'est ça, on a reçu, bon, peut-être en parler, là, présenter un peu ce qu'on a. C'est qu'on a reçu, dans le fond, ce qui est carrément une nouvelle allégeance Stormcast. Normalement, quand on joue les Stormcast, on les joue, ils viennent d'Azir et on peut les faire apparaître sur le champ de bataille, une unité sur deux. On les fait apparaître à 9 pouces de l'ennemi. Là, quand on joue l'allégeance qui est dans les livres Broken Realms, on joue dans le fond des Stormcast de garnison. Des Stormcast qui sont établis dans les cities, les Free Cities, qui sont les gardiens de ces cités-là. Donc, on perd les bonus qui viennent avec l'allégeance qui est dans les livres Stormcast et on gagne des nouveaux bonus. Essentiellement, les bonus qu'on gagne, c'est que nos libérateurs vont être plus tanky et vont frapper mieux. Lorsqu'ils n'ont pas bougé à la fin de notre phase de mouvement, une unité de libérateur va gagner +1 à sa sauvegarde et va gagner +1 pour toucher jusqu'à notre prochaine phase de mouvement. Ça fait que notre unité de base, elle est plus intéressante qu'elle l'était avant, mais il faut faire attention, c'est qu'on ne peut pas avoir chargé avec elle. Il faut qu'on soit resté stationnaire. Et présentement, même s'il y a une baisse de coût en points des libérateurs, ce n'est pas l'unité Stormcast qu'on voit le plus. Ça demeure une unité qui, par rapport au reste du méta, n'est quand même pas l'unité qui cogne le plus fort. Fait que ça, c'est le principal bonus qu'on gagne. L'autre bonus qu'on gagne, c'est qu'on peut inclure une unité sur 4 qui serait une unité de City of Sigmar. Et ça, c'est en apparence intéressant, mais pour un joueur qui a une belle collection de Stormcast, on ne veut pas nécessairement aller acheter des Gryphounds, ou pas des Gryphounds, mais des demi-griffes, des cavaliers sur demi-griffes, ou acheter un Griffon, ou ce qu'on veut, c'est jouer nos pièces Stormcast et avoir des meilleures synergies entre nos unités. Les unités City of Sigmar vont pouvoir bénéficier des habiletés de commandement sur les War Scrolls des héros de Stormcast, les habiletés de commandement qui ciblent les Stormcast, donc ils ont le mot-clé Stormcast. Sauf que dans le livre, il y en a quelques-unes, 3, je crois, 4 peut-être, et aucune ne donne envie de monter une liste autour de ça. Ce ne sont pas des armées, des unités, là, des héros qui sont dominants, qui sont vraiment joués. Et il fait à noter les unités qui vont rentrer, City of Sigmar, qui vont être jouées dans la nouvelle allégeance de Stormcast, ne peuvent pas bénéficier des sous-allégeances comme Anvil of Eldenhammer, Hammer of Sigmar, par exemple, parce qu'on peut continuer à jouer ces sous-allégeances-là dans la nouvelle allégeance Stormcast, mais les Free City ne le gagnent pas, donc les plus belles synergies qu'on aurait pu voir, je pense entre autres là, les Anvil qui permettent de tirer ou de frapper en phase de héros avec un point de commandement. Là, il y avait quelque chose à faire. On aurait pu prendre des canons, des tireurs, des Free City, puis tout ça, on aurait pu s'amuser un petit peu. Mais ça, c'est pas des synergies auxquelles vont avoir accès les Free City. Donc, on sait pas trop là qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça. Là, ça suit, je pense, le fluff, l'histoire. Mais en termes de règles, ça demeure assez inintéressant, je trouve. Oui, sur le plan du fluff, on voit que c'est lié à la prise de Anvilgarde par les troupes de Moratti, Anvilgarde qui est défendu par des Stormcast Eternals et des milices locales, donc des Free Cities, mais sur le champ de bataille, ça ne se transfère pas en quelque chose d'intéressant. Là. Non. Est-ce que c'est plus intéressant du côté des Slaves to Darkness? Non. Juste mentionner, on a reçu aussi un petit bataillon là, en bonus. On a reçu quelques bataillons en bonus. Les bataillons, c'est des bataillons qui doivent être joués dans la nouvelle allégeance des Stormcast. Donc, on a un qui est intéressant, ça prend un Lord Célestin, puis après ça, on met des héros pour l'accompagner. Puis, ça va nous permettre de générer là, sur du 4+, des points de commandement additionnels. Ça peut être intéressant, ça, je ne le cache pas. Là. En fait, c'est même pas sur du 4+, je pense que c'est sur du 3+ pour les héros, puis 5+ pour les autres, là, pour le général, puis 5+ pour les autres. Ça peut être intéressant, mais il faut vouloir jouer la nouvelle allégeance. Puis on a aussi un bataillon avec un héros nommé qui est un Lord Veritan, qui est vraiment pas la meilleure entrée du livre Stormcast, qui demande de jouer des Gryphounds, des Judicators, ça c'est bon, puis des Castigators qui sont vraiment mauvais. Donc encore une fois, je pense pas quelque chose qu'on va voir sur la table tant que ça. Fait que ça, là, ça fait le tour pour les Stormcast. Slaves to Darkness. Encore une fois, c'est pas...
c'est pas aussi intéressant que ce qu'on a eu, par exemple, pour les Daughters of Cain ou ce qu'on a eu pour les Idonettes. Dans le fond, on a une nouvelle sous-faction pour les Slaves to Darkness, essentiellement. Fait que je pense qu'en anglais, on les appelle les idolaters. Fait qu'en fait, c'est les idolâtres ou les adorateurs, peut-être, qu'on les a traduits, je ne sais pas. C'est intéressant. Bon, quelques petits points intéressants à noter là, pour cette nouvelle allégeance-là. Ça fait passer les cultistes, c'est-à-dire les petites bandes de Warcry, ça les fait passer comme Battle Line. Ça, c'est intéressant parce que là, ça donne accès à des Battle Lines à 70 points. Puis il y a quand même des petites battle lines intéressantes là-dedans. Par exemple, les Untamed Beasts qui peuvent faire un mouvement là, de 6 pouces au début de la partie. Ben, ce petit mouvement-là fait que ça devient un écran vraiment intéressant. On le place devant des héros qu'on veut protéger, mais là, on avance de 6 pouces. Contre du tir, ben, on peut mettre les héros plus loin, avancer eux de 6 pouces. Fait que là, le joueur Caradron qui voudrait se téléporter à 9 pouces de notre écran va peut-être être trop loin pour tirer nos héros, nos unités plus impactantes derrière. Ça, c'est intéressant. Les cultistes ont aussi gagné la même habileté que les maraudeurs, c'est-à-dire qu'ils vont charger avec 2 dés. On roule 2 dés pour charger, et le dé le moins élevé, on le transforme en 6. Donc, ça fait qu'ils réussissent automatiquement des charges à 7, minimalement. Donc, ça, c'est intéressant. Ce qui demeure inintéressant pour les cultistes, cependant, c'est qu'on ne peut toujours pas leur mettre de marque. Donc, une des habiletés principales des Slave to Darkness, une des synergies les plus intéressantes, c'est on peut marquer nos héros avec la marque de Khorne, Nurgle ou quoi que ce soit. Ça donne des bonus dans un aura autour du héros. Mais malheureusement, les cultistes ne peuvent pas avoir de marque, donc on ne peut pas bénéficier, dans le fond, de ces auras-là. Fait que ça, c'est un petit peu ennuyeux. Ça aurait été intéressant, ça les aurait rendus un petit peu plus forts, parce qu'ils ne frappent pas très fort encore à corps, là, aucune de ces unités-là de Warcry. Et ce que donne aussi cette nouvelle sous-faction-là, ça va donner accès à. Ça va donner un petit bonus de +1 au jet de prière des prêtres Slave to Darkness. Donc, le Chaos War Shrine va passer ses prières maintenant sur 2+ et non plus sur 3+. Et il y a de bonnes prières. Le War Shrine a vraiment de bonnes prières. Et on a aussi un de nos chariots. Si on joue un chariot, on peut transformer un chariot en héros, qui va lui aussi devenir un prêtre. Donc, pour 120 points, on pourrait avoir un prêtre qui va avoir accès à des prières qui sont essentiellement des prières du War Shrine, un petit peu diminuées, mais essentiellement les prières du War Shrine, donc des bonnes prières aussi. Et on pourrait lui donner, il y a même des traits de commandement qui viennent avec ça, on pourrait lui donner un trait qui lui permettrait d'avoir 2 prières par tour au lieu d'1. Il pourrait lancer 2 fois la même prière. Donc, il y a quelque chose à faire là d'intéressant autour des prêtres et du Chaos War Shrine, mais sinon, ben, ça se limite pas mal à ça, là, ce qu'il y a d'intéressant là, dans cette sous-faction-là. Puis on a aussi accès à un petit bataillon. Encore une fois, c'est un bataillon avec un héros qui va être un héros nommé, mais qui n'a pas un War Scroll particulier. Ça va être un héros sur chariot. Fait qu'on prend un chariot qui devient un chariot exalté. Dans ce cas-ci, c'est un chariot en fait qui va, non pas exalté, mais qui va gagner 2 attaques de plus sur sa grande hache et tout ça. Puis ça va être aussi, on va le jouer avec 2 autres chariots, 2 autres unités de chariots, des unités de Gorby chariots probablement. En fait, c'est particulier parce que le héros nommé n'a pas le keyword de prêtre à ce que je sache, alors que la sous-faction permet de convertir un chariot en prêtre. Et là, à ma connaissance, j'ai relu plusieurs fois, puis je ne vois pas de mention que ce personnage-là nommé sur chariot serait lui-même un prêtre. Donc, il faudrait prendre un autre personnage, un autre chariot à part pour lui donner le keyword de priest. Puis après ça, les chariots Slave to Darkness ne sont pas nécessairement très bons. Ils n'ont pas un beau ratio de dommages. Donc encore là, c'est un bataillon qui peut être fluff, mais qui n'est pas très intéressant. Là. Je ne pense pas qu'on en va voir beaucoup sur les tables. Non. Et la dernière faction qui a reçu des nouvelles règles, ce sont les Free Cities. On a 2 nouvelles sous-allégeances, une qui s'appelle Misthaven et l'autre qui s'appelle Arcuron, donc Arcuron qui est le nouveau Anvilgarde. Donc, on ne fera pas le tour des différentes habiletés, là, parce qu'il y a vraiment, habiletés, traits de commandement, etc. Donc, on a ça 2 fois avec des command traits, des items magiques, des
Donc, il y a vraiment là, 2 factions qui viennent d'apparaître. C'est intéressant, c'est des factions qui ont comme principal but de permettre de jouer les Dark Elves, en fait, et mêlés avec des Daughters of Cain dans le cas de Arcuron. Par exemple, Arcuron, ça permet d'inclure seulement des unités Darkling Covens, Order Serpentis, Scourge Privateers et Shadowblades. Donc, on voit que c'est vraiment centré autour là, des Dark Elves. Donc, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est des habiletés qui vont amener ces listes-là à être particulièrement compétitives? Non. Mais je pense que les joueurs qui possèdent déjà la collection vont être contents d'avoir des nouvelles options là, pour ces figurines-là. Oui, puis ceux qui ont une belle collection d'anciens Dark Elf, quand on parle de la deuxième sous-faction, celle qui permet d'allier des Daughters of Cain, qui sont plus alliés finalement, qui vont faire partie de la faction. Ouais. Ça peut quand même être intéressant. Là. Je pense que ça va permettre de donner un peu de punch. Là. On peut rajouter une unité ou deux de Witch Elf avec des unités de Dark Elf, ce qui était anciennement les Dark Elf. Ça peut être intéressant, mais moi non plus, je pense pas que ça va venir bouleverser le méta. C'est intéressant. On voit vraiment que Games Workshop essaie de penser à tout le monde. Vraiment, c'est sûr qu'on les a attendus longtemps, ces Battle Tomes-là, c'est-à-dire les Battle Tomes comme Free Cities et Legion of Nagash, donc des Battle Tomes qui permettaient de jouer les anciennes collections, mais maintenant qu'ils sont arrivés, il y a du support. Là, on a ces nouvelles habiletés-là qui arrivent. Donc, ça, c'est positif pour les gens qui avaient des collections peintes aussi de l'époque de Fantasy. Donc, bravo pour l'effort. Ouais, Slave to Darkness aussi est un autre bel exemple qu'on a attendu longtemps là, pour pouvoir jouer les anciens Chaos Warrior, puis le War Shrine, etc. C'est intéressant que ça continue d'être supporté. Tout à fait. Dans le livre, Broken Realms Moratti, on a aussi la possibilité de jouer une campagne narrative. C'est une campagne qui se joue à 2 joueurs et qui retrace là, les différentes étapes dont je vous ai parlé en parlant du fluff. Donc, on joue chacune des grandes batailles qui a eu lieu dans le fluff. L'ennui, c'est que ça demande que les joueurs possèdent une diversité d'armées. Donc, il faut des Daughters of Cain, des Slaves to Darkness, des Stormcast Eternals, des Free Cities, des Idonettes et Slaanesh. Et ça demande aussi de posséder certaines figurines spécifiques. Donc, pour chaque bataille, on a certains battle plans. Et ces battle plans-là sont assez restrictifs en termes de quelle unité on doit jouer. Donc, c'est intéressant, mais petite doléance, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir les possibilités là, de jouer ces batailles-là pour suivre la trame narrative qui est proposée. Ils ont fait un beau travail. Là. On a vraiment plusieurs battle plans. On a aussi, je pense, 3 ou 4 nouvelles règles de royaume pour vraiment jouer dans les environnements spécifiques dans lesquels les batailles se sont jouées. Donc, c'est un beau travail. Côté fluff, les joueurs narratifs vont apprécier, mais de notre côté, je pense pas que c'est quelque chose qu'on va essayer, ne possédant pas toutes les armées requises. Non, de notre côté, on a été gâtés avec des changements pour les Daughters of Cain puis pour les Idonettes. Fait que c'est là-dessus qu'on va se concentrer pour les prochaines semaines. Oui, mais d'ailleurs, on a très hâte de faire un rapport de bataille avec les nouvelles règles, avec les Daughters of Cain notamment, pour pouvoir vous montrer Moratti. Malheureusement, pour les médias au Québec, on a des mesures de confinement strictes, donc on ne peut plus se fréquenter. D'ailleurs, c'est pour ça que Vincent et moi sommes à distance l'un de l'autre, même si on habite pas très loin l'un de l'autre et qu'habituellement on préfère faire les vidéos en personne. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un petit pouce en l'air, ça aide vraiment au repérage de la chaîne et au placement de la chaîne par l'algorithme de YouTube. Puis si vous avez des commentaires, si on a fait des oublis, si vous avez des points de vue différents ou si vous avez déjà eu le temps de playtester, donc d'essayer certaines des nouvelles règles dont on a parlé, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. On lit tous les commentaires qui sont faits là, sous la vidéo. Alors, sur ce, bon wargaming!